Alors, monsieur le député, vous êtes là en tant que représentant de la liste Besoin d'Europe conduite par Valérie Peyer, qui était déjà parlementaire européenne. Quel est votre bilan de la mandature écoulée ? Je dois juste préciser, bonjour à toutes et à tous, bonjour monsieur, qu'il s'agit d'une liste portée par Valérie Peyer et membre du groupe Renew, comme tous nos autres collègues du parti Renaissance et surtout des partis de la majorité. Et qui est agriculteur. Et qui est agriculteur dans le Charolais, qui était ancien effectivement président des jeunes agriculteurs et dont la compétence en agriculture, mais sur beaucoup d'autres sujets, n'est plus à démontrer. Et donc, vous êtes membre du parti Renaissance, oui. Mais cette liste comporte Renaissance. Tout à fait, Renaissance, le MoDem, Horizon, Territoire de Progrès, l'UDI qui s'y est associé. Et voilà, donc c'est le grand bloc que je qualifierais de central, mais enfin on pourrait aussi lui donner aussi d'autres qualificatifs européens bien évidemment, mais également voilà fier de la France d'une France forte dans une Europe forte, mais en tout cas ce sont voilà tout ce grand bloc avec un projet qui est résolument européen, une France forte dans une Europe forte, et je crois que nous sommes les seuls à proposer un projet comme celui-ci aux Français. Alors, vous êtes le troisième groupe actuellement, hein, oui. Parce que malheureusement ou heureusement, ça va peut-être changer. Vous êtes le troisième groupe au Parlement européen avec 23 députés, donc dans le groupe qui s'appelle Renew. Et vous allez vous porter pour la prochaine mandature 48 propositions. Alors déjà, quel est votre bilan, hein? Vous êtes le troisième groupe, donc pas forcément majoritaire, mais il n'y a aucun, à part le PPE qui est le plus gros groupe. Mais alors, qu'est-ce que vous faites comme bilan de la mandature écoulée? Moi, ce que je note, c'est que l'Union européenne n'a jamais été aussi soudée que lorsqu'elle a fait face à des crises. Et ça a été le cas notamment lorsque nous avons dû faire face à la crise grecque. Moi, j'étais en fonction au ministère de l'économie à l'époque et on a cru que la zone euro pouvait s'effondrer lorsque nos voisins et amis grecs, mais il y a eu aussi le sujet avec l'Irlande, il y a failli y avoir le Portugal et l'Espagne, ont connu des difficultés financières très sérieuses. Et c'est dans ces moments-là que l'Union européenne a avancé. On a fait une union monétaire plus intégrée, plus renforcée. On a fait aussi une union budgétaire, d'une certaine façon, une forme de coordination. Alors chaque État membre reste évidemment souverain en la matière. Et donc on a vu que ça avançait. Et moi, ce que je note, c'est qu'au cours des années de ce mandat qui s'achève aujourd'hui, de 2019 à 2024, eh bien, l'Europe a avancé sur beaucoup de sujets. Alors, je pense évidemment au sujet de l'asile et de l'immigration, qui a longtemps été un sujet difficile, parce que nous sommes inégaux face à l'immigration. Nous n'avons pas tous les mêmes frontières. Il y en a qui ont des frontières maritimes, d'autres des frontières terrestres. Il y en a qui sont à l'extérieur, qui tiennent des frontières extérieures à l'Europe, d'autres États membres qui n'ont pas de frontières extérieures de l'Europe. Donc, on voit que c'est un sujet compliqué, mais on va y revenir, je crois, dans une des questions. Dans les propositions, il y a évidemment la question de la compétence santé, qui n'était pas une compétence de l'Union européenne en réalité, puisqu'il y a des compétences que nous partageons et surtout pour lesquelles nous coopérons avec les autres États membres, mais la santé n'en était pas une. Et moi, ce que je note, c'est qu'au moment de la crise du Covid, l'Union européenne, alors même que c'était pas un sujet c'est un sujet qu'on ne partageait pas ou qu'on partageait peu, s'est mis d'accord pour rapidement faire front uni pour négocier à la fois en prix, en qualité, ça va de soi, mais surtout aussi en quantité, les vaccins dont nous avions besoin pour sortir de la crise. Et ça, c'était inédit. Et je crois que c'est aussi l'intérêt de la France et de chacun des États membres d'avoir pu collectivement faire front sur ce sujet-là. Il y a aussi un autre sujet qui est extrêmement important, c'est le sujet des sanctions que l'Union européenne a décidé très rapidement et de façon unanime lorsque la Russie a agressé littéralement l'Ukraine en agressant et en passant au-delà des frontières qui étaient reconnues mondialement. Et donc il y a eu tout un train de sanctions. Alors sanctionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sanctionne ses dirigeants, on sanctionne ses avoirs, on empêche un certain nombre d'opérations financières. Et il y a eu différents trains de sanctions au fur et à mesure que le conflit s'est malheureusement développé. Et là, il y a eu une très forte unanimité des États membres. Tous les pays, quel que soit leur lien, j'allais dire, avec la Russie ou l'Ukraine, ont été unis. Et je crois que c'est extrêmement fort. Donc on voit bien que c'est dans ces crises que l'Union européenne avance, et donc je pense qu'on peut au moins mettre en avant ces 2 ou 3 résultats. Alors, il y a eu un soutien par rapport à l'Ukraine, mais il y a aussi un financement. Tout à fait. Une forme de soutien, mais c'est quand même important. Il y a eu une augmentation très significative du financement. Alors l'Union européenne apportait déjà avant le conflit des financements à l'Ukraine.
comme à d'autres pays qui sont en périphérie des frontières européennes. Et c'est normal parce que c'est aussi un enjeu pour nous. Des aides, ce qu'on appelle des aides macrofinancières, des aides structurelles sur la défense des frontières, sur l'ordre intérieur, sur la sécurité publique, sur un certain nombre de sujets. Évidemment, le conflit a nécessité que l'Union européenne... encore une fois, il ne s'agit pas d'agresser. Nous ne sommes pas en guerre, pas plus l'Union européenne que la France. Et le président de la République l'a rappelé, c'est très important. Pour autant, c'est notre devoir d'aider les Ukrainiens et de continuer à aider les Ukrainiens à se défendre parce qu'ils sont agressés physiquement, territorialement sur leur sol et c'est c'est non seulement l'honneur de l'Union européenne mais c'est surtout vital pour l'Union européenne mais aussi et surtout pour la France. Donc un bilan de la mandature passée globalement positif, parce qu'il y a une évolution positive dans l'Union européenne. Oui, positif, parce que on a consolidé une Union européenne qui s'était beaucoup élargie ces dernières années. Hein, je vous rappelle, hein, moi je suis né en 1984, quand je commence à m'intéresser aux choses publiques. Nous partons d'une Europe à 7 en 1957, traité de Rome, et puis ça augmente comme ça. Moi j'ai connu l'Europe à 15, et puis voilà, Europe à 27, donc évidemment avec encore des déséquilibres. Pas le même niveau de vie, pas les mêmes protections sociales, pas les mêmes méthodes de gouvernance. Donc on continue effectivement et on voit que ça se rattrape. Donc il faut évidemment qu'on continue en ce sens-là. Donc bilan positif et avec surtout un rôle des députés européens du groupe Renew et des députés de la majorité qui est absolument central et qui permet justement de trouver des accords. Et il y a toujours eu, vous l'avez rappelé, toujours eu historiquement des accords dans les groupes européens pour parvenir à des textes d'équilibre et des textes qui sont bons pour l'Union européenne et bons pour chacun de ses États membres. Alors on va venir à l'avenir, hein, parce que bon, mandature c'est fini. Alors vous avez 3 grandes lignes directrices dans votre projet. Alors le premier, c'est faire de l'Europe une puissance forte, sûre et indépendante. Alors est-ce que vous pouvez nous donner concrètement? Alors je crois que sur tout ce volet-là, il y a vraiment toute la notion évidemment d'indépendance parce que nous ne maîtrisons pas, la France et l'Union européenne, toujours sur tous les sujets stratégiques, toutes nos chaînes de valeur. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire est-ce que nous sommes autosuffisants sur un certain nombre de domaines? Pouvons-nous maîtriser les technologies de A à Z lorsqu'on fabrique des médicaments, lorsqu'on fabrique des infrastructures, lorsqu'on fabrique un certain nombre de choses qui sont essentielles à notre vie quotidienne, essentielles à notre développement économique, à notre développement social. Donc évidemment, tout ça, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle vont nous y aider. Et donc, je crois que l'Union européenne doit continuer. Elle le fait avec beaucoup de programmes. Je parle le programme H2020, qui a été un programme de recherche très très fort au niveau de l'Union européenne. Il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, je crois qu'il faut développer. Nous avons proposé un plan d'investissement de l'Union européenne. Il y en a eu plusieurs par le passé. Il y a eu le plan Juncker, il y a eu le plan de relance européen, qui est très important, 700 milliards. Là, on se parle d'un plan de 1000 milliards. Nous proposons ça parce que nous pensons que c'est ça qui doit permettre les investissements d'aujourd'hui et de demain. Donc, en 1000 milliards pour la mandature, hein, pour la mandature, bien sûr, pour la mandature et à l'échelle de l'Union européenne. Alors, dans la sécurité, on pense défense, et puis on est en plein dedans avec les événements internationaux. On pense aussi à migration, immigration, puisque c'est un des grands thèmes de campagne menés par certains partis. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour que ça aille mieux, puisqu'apparemment, ça va pas non plus formidablement bien? Non, d'abord personne ne dit que le sujet migratoire est traité, c'est pas vrai, c'est évidemment une difficulté. C'est évidemment une difficulté parce que d'abord il y a un sujet évidemment d'humanité, d'abord il y a des gens qui fuient des conflits et qui sont en danger pour leur propre vie. Mais qui meurent en Méditerranée, 50 000 morts en 30 ans. Alors là je parlais déjà des gens qui fuient des conflits. Je parle de l'Afghanistan, je parle de l'Érythrée, je parle de pays extrêmement durs, Yémen bien évidemment et beaucoup d'autres. Donc là il y a le droit d'asile qui s'applique en Union européenne comme dans beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs. Et il n'est pas question de revenir sur ce droit. D'ailleurs, il y a des cours d'appel, il y a le cours national du droit d'asile en France, enfin, tout un processus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a évidemment toute la question de que faisons-nous, comment gérons-nous cet afflux de migrants, des gens qui sont prêts à risquer leur vie, celle de leur famille, payer des sommes extrêmement fortes pour totalement changer de vie et aller vers un Eldorado qui existe ou qui n'existe pas. Mais en tout cas, il y a ce rêve, ou en tout cas, ce désespoir absolu qui consiste à quitter sa vie d'avant pour risquer sa vie en mer Méditerranée et peut-être rejoindre l'Italie, l'Espagne, la France ou d'autres pays, l'Allemagne ou d'autres pays de l'Union européenne. Ce que nous avons fait, et c'est inédit, ça n'avait jamais existé avant et ça demandait des années de travail et de conviction auprès des États membres, c'est de pouvoir contrôler les demandes de visa économiques, familiaux ou pour toute autre raison aux frontières de l'Union européenne.
Et ça, ce n'était pas arrivé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien meilleure coordination que ce que nous avons actuellement. Nous avons eu notamment des difficultés liées au fait qu'on pouvait demander un pays droit d'asile, il est examiné, mais on peut demander aussi dans un autre État membre le droit d'asile. Là, on va se coordonner pour qu'il y ait une demande de droit d'asile. On peut considérer que lorsqu'on le demande en France, en Italie, en Espagne, on puisse avoir une appréciation qui est identique ou quasi identique du dossier. Parce qu'actuellement, quelqu'un qui arrive en Italie, il peut venir en France, en Allemagne. Exactement. Et par le truchement de la complexité du droit d'une part, et puis par la lenteur relative des différentes autorités, eh bien, on peut avoir des dysfonctionnements, parfois des dysfonctionnements extrêmement graves. On l'a vu sur quelques dossiers médiatiques. Donc là-dessus, il faut qu'il y ait d'abord une réponse qui soit beaucoup plus rapide qu'actuellement. Je précise que c'est ce qu'on a fait aussi dans la loi immigration sur voter au Parlement en France, c'est ce que nous avons fait. Plus rapide, parce que c'est aussi ce qu'on doit à ceux qui demandent à venir chez nous et qu'on puisse beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement exécuter les décisions. S'ils ont vocation à rester sur notre sol, ils le font. S'ils n'ont pas vocation, pour tout un tas de raisons, des raisons de sécurité, des raisons de... Voilà, il n'y a pas de justification, eh bien, ils sont renvoyés aux frontières de la France et de l'Union européenne. Et puis une coordination. Et contrairement à ce que j'entends sur... on a signé un pacte qui permettrait à la France parce que ce pacte de recevoir... a déjà été signé par le Parlement. Tout à fait. Mais donc maintenant, il s'agit de le mettre en œuvre. Tout à fait. Il s'agit de le mettre en œuvre avec les budgets qui correspondent, notamment à Frontex, fameuse agence, qui est une agence de l'Union européenne, donc concrètement, qui est financée par le budget de l'Union européenne, lui-même par les États membres. On contribue chacun à hauteur, grosso modo, de notre richesse relative, de notre PIB ou de la richesse qu'on produit dans chacun des États. Eh bien, et contrairement à ce que j'entends, c'est pas du tout ce pacte qui va faire que on va avoir un afflux d'immigrés sur notre sol. C'est totalement faux, et c'est même l'inverse. Pourquoi c'est même l'inverse? Parce qu'effectivement, la France, par le passé, a, pour tout un tas de raisons, essentiellement des questions de frontières maritimes et terrestres, accueilli de façon souvent subie, effectivement, un nombre plus important proportionnellement à notre territoire d'immigrés. Et là, on va avoir une répartition effectivement beaucoup plus juste, y compris de pays qui n'ont pas, pour plein de raisons, accueilli d'immigrés. Pour autant, qu'on soit d'accord pour les accueillir, et je le rappelle, très important, qu'il y aura un contrôle aux frontières de l'Union européenne, donc on va avoir une capacité plus grande à pouvoir dire aux gens, ben non, vous n'êtes pas en mesure parce que votre dossier n'est pas le bon et vous n'avez pas vocation à venir sur le sol européen. Donc rien à voir avec le plan des 2 frontières ou des 3 frontières. Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Ça veut rien dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire, 2 frontières. Enfin, il y a une frontière avec... européenne. Dont je rappelle d'ailleurs qu'on peut les rétablir à tout moment de façon ponctuelle, c'est le traité de Schengen qui le permet. Comme l'Allemagne l'a fait il y a récemment. Les États membres, on le fait lorsque la situation le justifie, pour des raisons par exemple de risque terroriste, etc. On peut rétablir nos frontières à Menton avec les Italiens, au péage du Boulou à Perpignan, les frontières, enfin un peu partout. Et donc ça, on est capable de le faire. Mais la double frontière, enfin ça n'existe pas. On va pas mettre des murs. Enfin d'ailleurs, les murs, on a vu ce que ça a donné dans l'histoire. Donc non, ce qu'il y a, c'est une forme de beaucoup plus avancée de coopération entre les États membres. Et ce pacte et les budgets qu'on y octroiera vont le permettre. Et c'est ça qui est extrêmement important. Deuxième point qui intéresse beaucoup les Français et les Européens, c'est le pouvoir d'achat. Alors, dans votre programme, faire de l'Europe une puissance écologique, économique et sociale, donc on est dans le sujet, qu'est-ce que vous proposez, quelles mesures phares vous proposez pour que le pouvoir d'achat, qui est en baisse, augmente? Oui, alors d'abord... il n'est pas en baisse pour tout le monde, mais j'ai bien conscience que le ressenti, il est extrêmement fort, et notamment dans un certain nombre de couches de la société et sur notre territoire. Donc bien évidemment, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce que nous faisons pour le pouvoir d'achat, évidemment, la question de l'énergie, qui a beaucoup, l'électricité. Nous avons été un pays leader pour remettre le nucléaire en tête des énergies qui contribuent de façon très active aux renouvelables au niveau européen. Et ce n'était pas le cas, parce que oui, nous avons des divergences avec d'autres États membres. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Autriche, je pense à d'autres pays, sur le côté est de l'Europe. Eh bien, nous avons pris la tête d'une coalition avec d'autres pays là-dessus. Et donc maintenant, le nucléaire dans le calcul du prix de l'énergie, puisque nous sommes interconnectés, l'électricité se balade un peu partout en Europe, donc nous sommes interconnectés, eh bien, de façon à ce que le prix du nucléaire reflète davantage le prix, effectivement, auquel, le prix de consommation, en tout cas le prix auquel les consommateurs consomment leur électricité. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Bien sûr, un marché d'électricité qui garantisse notre souveraineté, nous, Français, nucléaire, avec un prix qui permette la construction des nouvelles centrales et surtout qui soit le plus accessible possible à tous les consommateurs. Dans votre troisième point, vous dites défendre le modèle européen et nos valeurs. Le mot valeur, on l'entend partout. Alors, c'est quoi
vos valeurs, enfin les valeurs de la liste Besoin d'Europe, c'est quoi, en quelques mots, hein, c'est quoi vos valeurs? Les valeurs, c'est d'abord d'assumer le fait que la France est forte dans une Europe forte. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que oui, il y a des domaines où la France peut être forte tout seul, pour prendre un leadership, et puis il y a des domaines sur lesquels la France sera plus forte si elle se met ensemble. La voix de la France portera plus si elle continue à coopérer avec d'autres États européens, dont je rappelle qu'il y a 70 ans ou 80 ans, ils se faisaient la guerre. Donc c'est aussi un bien précieux. Et c'est pour ça que l'Europe est aussi un projet politique. Et promouvoir l'Europe, ce n'est pas du tout au détriment de la France. Au contraire, les deux doivent se faire en même temps. Et moi, je suis convaincu de cela. Mais les valeurs, c'est quoi Les valeurs, d'abord, c'est des valeurs de paix, parce que nous sommes dans un état, dans un espace de paix depuis 70 ans, et je ne pense pas qu'il y ait un espace dans le monde qui peut avoir un tel bilan, malheureusement. Et puis, c'est évidemment un développement économique, un développement écologique, c'est-à-dire pouvoir se développer tout en prenant soin davantage de la planète. Et c'est difficile, bien évidemment, de le développement social. Et donc, oui, c'est ça nos valeurs. Et c'est ça que nous partageons avec beaucoup de nos États membres. Et une vraie démocratie, pas libérale, démocratie. Une vraie démocratie, l'accès aux droits, etc. Et on voit que ces accès aux droits sont partout dans le monde remis en question, y compris aux frontières de l'Union européenne. Donc oui, garantir les droits à chacun, pouvoir accès à la justice, il y a beaucoup de droits. Donc ces valeurs-là, en fait, en réalité, on a l'impression que c'est commun et que tout le monde y a accès. En réalité, ce sont des biens précieux à conserver. Dimanche 9 juin, c'est une élection à un tour, un seul jour, sur lequel il n'y aura pas de recours. Dimanche 9 juin, vous allez avoir le choix pour savoir lequel des eurodéputés, pour défendre les intérêts de la France, vous allez élire pour les 5 prochaines années, pour défendre les intérêts de la France, à Bruxelles et à Strasbourg. Nous sommes, la liste Besoin d'Europe, avec Valérie Ayé, avec Jérémy Deserle et avec beaucoup d'autres, nous sommes la seule liste pro-européenne qui propose de faire une France forte dans une Europe forte. Voilà pourquoi je soutiens de toutes mes forces la liste Besoin d'Europe, aux côtés de mes collègues de la majorité, aux collègues de mes deux collègues, Benjamin Dircks et Rémi Ribérotte, collègues députés de la majorité en Saône-et-Loire, parce que nous avons besoin de continuer à faire l'Europe, d'avoir une Europe qui va de l'avant, qui soit plus souveraine, qui fasse profiter effectivement de ses progrès à chacun de ses États membres et qui puisse faire en sorte que la voix de la France et la voix de chacun de ses États membres portent dans le monde.